mais qu'est-ce que c'est que cette musique entraînante? Oh! Mais c'est encore ce lapin! Allez, je me casse, je vais au Magic Kingdom. Allez, je me casse, comme l'a suggéré Dubik. Allez, je me casse, je vais au Magic Kingdom pour aller faire des crédits. Bonne idée! On fera des tours de Splash Mountain, et puis même de Space Mountain. Et puis de BTM? Ah oui, le train de la mine. Et puis on oubliera que ce film est raciste. Allez, je me casse, je vais au Magic Kingdom. Allez, je me casse, comme l'a suggéré Dubik. Allez, je me casse, je vais au Magic Kingdom pour aller faire des crédits. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler du parc le plus visité du monde, à savoir Magic Kingdom. Et oui, c'est pas rien parce que c'est le tout premier parc du complexe Walt Disney World. Le parc a ouvert en 1971 et était donc le premier parc Disney à s'exporter en dehors de Californie. Walt Disney World comporte maintenant 4 parcs d'attractions et 2 parcs aquatiques, soit 6 parcs au total. Ah bah c'est pas rien, ouais. Là-bas vous trouverez donc Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom pour les parcs d'attractions et pour les parcs aquatiques, Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Ah, rien qu'avec Disney en Floride, vous aurez de quoi faire les petits potes. Alors en plus, avec les SeaWorld, Universal et Busch Gardens, ça commence à faire une sacrée offre, hein, et je mets de côté Legoland. Magic Kingdom, pour faire une comparaison, eh bien c'est l'équivalent de notre Disneyland Park à nous. Donc le parc avec Space Mountain, Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, Phantom Manor, It's a Small World, Pirates des Caraïbes et tout ça. Et il faut savoir que chaque resort Disney de par le monde possède son Magic Kingdom. C'est vraiment le parc que Disney duplique systématiquement. Alors attention, ils ne sont pas identiques, hein, mais ils sont très proches. D'ailleurs, l'attraction phare de Magic Kingdom en Floride est actuellement sujet à polémique et sujet à changement. Et je voulais vous en parler, mais en fait, je pense que c'est un sujet qui nécessite véritablement une vidéo dédiée. L'attraction en question, je pense que vous l'aurez compris, c'est Splash Mountain. Et si avec l'attraction en elle-même, il n'y a pas véritablement de problème, Splash Mountain en tant que tel, ça pose pas de soucis, c'est vraiment le film dont elle est tirée qui pose souci. Le film en question, c'est un film que Disney essaie de faire oublier, qui s'appelle La Mélodie du Sud et qui est sorti en 1946. Et objectivement, faut être une énorme andouille pour continuer à défendre cette attraction en connaissance de cause. Et quand tu connais tout le contexte, tout le background et pourquoi du comment ça fait polémique et que tu continues à défendre ça, t'es vraiment la dernière des raclures. Faut savoir qu'à sa sortie, le film était déjà sujet à polémique, donc en 1946 pour des questions de racisme dans une Amérique en pleine ségrégation. Alors je te laisse imaginer si déjà à l'époque on se disait oh là là c'est too much, ce que c'est aujourd'hui. Je me suis intéressé au sujet et j'ai réussi à trouver le film, c'est pas si difficile que ça en fouillant un peu sur internet, et j'ai pu me faire donc mon propre avis et je fais partie de ceux qui disent que c'est pas plus mal que ça devienne La Princesse et la Grenouille. C'est d'ailleurs même un très joli pied de nez à tous les cons. Et pourtant moi aussi je l'aime beaucoup cette attraction et sa musique complètement entêtante, et je vous rappelle même que la première version de cette attraction a ouvert en 1989, donc elle est vraiment ancrée en nous quoi. Et même si les passages du film utilisés pour concevoir l'attraction n'ont absolument rien de polémique, et bien c'est quand même difficile de continuer à se baser là-dessus. C'est même complètement anachronique et ça va à l'encontre de toute éthique. Mais voilà, si ça vous intéresse qu'on développe un peu plus sur le cas Splash Mountain à Disneyland, sachant que c'est une attraction qui est présente dans 3 parcs Disney, en Californie, en Floride et au Japon, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire et on fera une vidéo dédiée. Autre petit topo, puisque ça fait un moment qu'on s'est pas vu, eh bien le voyage aux États-Unis de cette année, vous l'imaginez bien, pour nous il est annulé. On devait partir le 5 juin, là, samedi, eh bien au final on partira pas du tout. Tu vois, le vol vers les États-Unis cette année ce sera avec Flight Simulator mon gars. Oh bah c'est que la 2e année consécutive, hein, c'est pas grave. Mais bon, gageons qu'on pourra se faire ça en 2022, et là on aimerait bien une fois pour toutes avoir le cul dans ce putain d'avion. Voilà, je voulais profiter de la première partie de cette vidéo donc pour vous faire ces petits topos, mais ne vous en faites pas, maintenant on va bel et bien parler de Magic Kingdom. Et on va tout de suite découvrir mon avis sur ce parc et sur ce qu'il comporte, donc Splash Mountain, Space Mountain, Haunted Mansion, Big Thunder Mountain, Jungle Cruise et j'en passe, avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Ouvert en 1971, Magic Kingdom est le premier parc de Walt Disney World et le second parc Disney après le Disneyland d'Anaheim. Véritable pilier de l'industrie parconautique, il est purement et simplement le parc le plus visité du monde et assoit facilement sa notoriété et son impérialisme sur ses concurrents, puisqu'il oscille entre les 19 et les 20 millions de visiteurs annuels, rien que ça. Nous partons donc à l'assaut d'un parc qui nous est à la fois complètement étranger et tout à fait familier. Et cette sensation qu'on peut parfois avoir d'être à la maison est assez déroutante. Le temps n'est pas au beau fixe, mais il prévoit une amélioration dans la journée. Alors que beaucoup de gens s'enfoncent vers Tomorrowland, qui inclut Space Mountain, Stitch Great Escape, Autopia ou encore Monsters
Corporation, nous prenons la route opposée vers Frontierland, histoire d'y tester Splash Mountain, de loin l'attraction phare du parc, prise d'assaut quelle que soit la météo. Ah ouais, mais du coup, il y a déjà 1h30 d'attente malgré le temps de merde, et la programmation des fast-pass est déjà très tardive. Sans plus attendre, nous en récupérons et continuons notre route non loin de là vers le Big Thunder Mountain local. Et ne vous méprenez pas, 1 + 1, c'est pas fondamentalement pour me déplaire. En plus, contrairement à Splash Mountain, le temps d'attente annoncé est ici de 20 minutes, donc ça va, on devrait survivre. Alors, Big Thunder Mountain, ce qui fait la force d'une autre, en plus de sa longueur, c'est sa localisation géniale sur cette montagne à l'apparence inaccessible. Ici, il n'y a pas cet argument de poids, bien que l'intégration soit franchement propre. Il faut aussi savoir que ce Big Thunder Mountain a un layout presque 2 fois plus court que le nôtre, et que le ride dure 26 secondes de moins. Un brin molasse, me direz-vous. Oui, vous répondrai-je. D'autant qu'il manque la meilleure partie d'une autre, c'est-à-dire la cavalcade dans le noir après le 3e lift pour nous ramener vers la station. Ici, après ce même lift, on a le droit à une dénivelée de 5 mètres, un virage et bon retour, monsieur, dame. Ouais, insuffisant quoi. Enfin, pour sa défense, cette version est de 12 ans l'aîné d'une autre. Pour la suite, c'est du côté de Fantasyland que ça se passe, et ne me faites pas l'affront de me demander une comparaison entre leurs attractions et les nôtres dans ce land, surtout pour celle qui suit. Bon, vous allez me dire, les affronts, on est là pour ça, donc on va quand même se prêter au jeu. Déjà, notre façade est plus jolie. Pour le reste, bon bah, c'est It's a Small World quoi. Et ça dure 10 putains de minutes, avec la musique qui vous infiltre bien la tête pour le reste de votre journée. Un air assez opiniâtre, ouais. Bon, j'imaginais honnêtement cette version plus auto-centrée sur les États-Unis, mais finalement, celle-ci est relativement identique à la version parisienne. Passons à une autre attraction phare du land, j'ai nommé Haunted Mansion, le Phantom Manor local. L'attraction a vu le jour en même temps que le parc et est la petite sœur de la version californienne ouverte 2 ans plus tôt, en 1969. Elle a été conçue par Walt Disney himself, bien aidé par ses équipes qui réalisaient alors une prouesse dans le domaine. Cette version est hélas beaucoup moins intéressante que son homologue parisienne, souffrant d'un background moins riche et ne disposant pas de cette aura sombre et mélancolique qui sied pourtant si bien à la nôtre. Ici, le manoir est une maison de retraite pour fantômes SDF. Bon, bah, soit. De plus, l'aspect du manoir n'est pas aussi marquant et l'humour peut être trop omniprésent. Faut quand même avouer que la piole de Norman Bates qu'on a par chez nous est tout de suite bien plus emblématique. On aurait peut-être voulu ici un peu plus de gravité, bien que cette autre partie prise soit tout à fait légitime et ne corresponde juste pas aux attentes que je peux avoir vis-à-vis d'un tel ride et de sa storyline. Bref, en ce qui me concerne, et pour contredire à l'adage, l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Allons donc faire un tour vers Peter Pan's Flight, qui s'avère être globalement le même que chez nous. Ouais, à une différence près, et elle est de taille. Ici, on ne doit pas attendre 58 heures pour monter dessus. Bah ouais, malgré l'affluence générale, on aura fait à peine 10 minutes avant de grimper dans une nacelle. Ils doivent quand même bien phaser les Américains qui débarquent à Paris quand ils voient que ça ne descend jamais sous les 45 minutes cette connerie. Ah bah ouais, à Disneyland Paris, faut avoir la volonté de le faire, Peter Pan. Évidemment, l'attraction en elle-même, vous vous en doutez, rien de révolutionnaire, on a déjà vu ça quelque part. Après avoir quitté le pays imaginaire, nous continuons notre marche dans Fantasyland pour tomber nez à nez avec le chantier de Seven Dwarfs Mine Train, dont voici quelques photos. Non, vous ne rêvez pas, on est en 2013 et c'est bien le crédit qui a ouvert en 2014, avec un chantier qui du coup aura duré bien moins longtemps que celui de Ratatouille. Ah ça, y a pas à chier, ils savent être efficaces aux États-Unis. Un an avant son ouverture, le lift était déjà en place et la mine commençait déjà à prendre forme, c'est dire. D'ailleurs, je vous mets cette photo où on prend un peu de recul pour se rendre compte de l'ampleur du bazar, c'était pas un petit chantier pour ce grand 8, hein, c'est évident. Prochaine étape, Adventureland, qui propose quelques classiques des parcs Disney. La véritable différence avec Disneyland Paris, c'est que je mets classique au pluriel. Bah ouais, peut-on considérer la cabane des Robinson et Indiana Jones et le Temple du Péril comme des classiques? Bof, Pirates des Caraïbes? Oui, assurément, une attraction sur 3, vous me direz, c'est déjà pas mal. Ici, nous avons droit dans le lot des attractions présentes à 2 rides qui font le job, aussi âgés soient-ils, qui sont donc Pirates des Caraïbes et Jungle Cruise. Ils dégagent un charme certain et on s'y engage pour l'un avec la certitude de la valeur sûre, pour l'autre avec la curiosité du parc fan respectable. La première de ces attractions ridées, ce sera donc Pirates of the Caribbean. Il s'agit à nouveau de la seconde version de cette attraction ouverte en 1973, soit 6 ans après l'original d'Anaheim, qui a ouvert, elle, en 1967. T'es fort en maths, c'est bien. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater ici, l'entrée se situe à côté du parking de Fatmobile. Eh oui, les Fatmobiles. L'attraction ne dispose que d'une simple et très courte drop, à l'instar de la première chez nous, et s'avère être un condensé de ce que nous connaissons, raccourcissant le voyage de 3 minutes en regroupant au maximum les 7 clés du ride. D'ailleurs, chez nous, après cette scène, il y a une petite drop. En Floride, l'enchaînement de scènes est assez différent, étant donné qu'après celle-ci, ce sera le quai de débarquement. Quand on a l'habitude de la version parisienne, ça fait comme une espèce de dissonance dans notre cerveau, c'est sûr. Hélas, la musique typique de l'attraction a été remplacée
ça et là par les envolées écrites par Hans Zimmer pour le film. Saga de film avec laquelle j'ai personnellement beaucoup de mal. L'attraction ne comporte pas de resto bordant le ride, possède des décors moins riches, des bateaux trop proches les uns des autres, pas mal de petites choses qui nous font préférer la version parisienne au final. On notera cependant la présence de quelques animatroniques au rendu exceptionnel et des effets météorologiques très élaborés. Aussi, le fameux plafond hideux que l'on retrouve chez nous a été camouflé. Un détail et pas des moindres quant à l'immersion. Mais bon, après Big Thunder Mountain dont je préfère la version parisienne, mon cœur penchera aussi du côté de Paris pour Pirates des Caraïbes. Ça fait mine de rien pas mal de bons points pour Disneyland Paris. Après le parking de Fatmobile, on retrouve le grand classique Disney qui n'est autre que le parking de Poussette. On en passe donc rapidement aux tapis qui ne sont pas ici situés à côté d'une grosse boîte bleue pas bien belle mais qui jouissent d'une intégration plutôt sympathique à la zone. Les amateurs de gros bateaux à aube ne seront d'ailleurs pas laissés pour compte, de même que les amateurs de radeaux, dont il est vrai que la lubie a tendance à m'échapper quelque peu. Comme chez nous, Adventureland est quand même très sympathique, notamment ici avec Haunted Mansion qui se dresse joliment dans le fond, mais je sais parfaitement que votre intérêt se porte ailleurs. Il se porte évidemment vers l'autre grand classique des parcs Disney et des parcs d'attractions d'une manière générale, à savoir le mythique Jungle Cruise qui vaut surtout pour son côté nostalgique. Le ride dure 9 minutes et enchaîne les scènes mythiques reprises dans pléthore de parcs d'attractions à travers le globe. Le tout est animé par un cast member présent à bord du bateau qui n'hésite pas à faire le show pour que le visiteur ne s'aperçoive pas trop que quand même, l'intérêt de Jungle Cruise est assez limité. Autre institution locale qui nous a profondément interloqué tant ce qui se passait devant nous était surréaliste, cette Enchanted Tiki Room. Un show d'animatronics mythique outre-Atlantique, absolument interminable et composé de chansons toutes plus infernales les unes que les autres et dont les Américains connaissent évidemment les paroles par cœur. Donc ça chante, ça braille, on savait pas du tout ce que c'était, ben on n'a pas été déçus du voyage. Ouais, ça a été un beau moment de solitude pour notre fine équipe, hein, pour ne rien vous cacher. In the tiki room. Retour ensuite à Frontierland, et s'il y a une attraction devant laquelle vous ne devez pas passer votre chemin, c'est bien Splash Mountain. Une attraction qui mêle flume et dark ride avec humour et génie, et avec une musique profondément entêtante mais jouissive made in Disney, et qui vraiment s'inscrit dans votre tête en mode j'ai un CDI à la SNCF et je suis pas prêt de le lâcher. Cette mélodie les petits potes, vous n'aurez de cesse de la fredonner pendant tout votre séjour. Ah ouais, entre ça et Small World, s'il y en a pas une qui te reste dans la tête, tu peux aller brûler un cierge, mon petit pote, hein. L'attraction ne propose pas un taux d'humidité incroyable, ça peut même être assez sec, mais propose un parcours loin d'être avare. J'entends par là qu'il dure quand même plus de 10 minutes, qu'il comporte 5 descentes, notamment la dernière qui culmine à 18 mètres de hauteur pour 70 km/h. Splash Mountain, ça fourmille de détails inscrits dans une théma bluffante, le tout dans des embarcations fort agréables. De place côte à côte, c'est quand même tellement plus convivial que dans un flume classique, et le tout avec une ambiance détonnante. La meilleure attraction du parc sans aucun problème, et même d'ailleurs une des meilleures attractions du resort, et un top Disney. Oh là là ouais, le jour où on aura un truc aussi fun chez nous. Allez, un petit coup de railroad plus tard, nous changeons complètement d'ambiance pour nous retrouver à Tomorrowland. Et qu'est-ce qu'il y a à Tomorrowland? Eh bien il y a Monsters Incorporation, un show à la Stitch Live en plus relou, Stitch's Great Escape, un show à la Armageddon en aussi relou, l'Orbitron local, ici à l'arrêt, et les fameuses tondeuses à gazon dont nous pouvons également profiter à Marne-la-Vallée. Ce qui diffère pas mal, hormis le nom, c'est évidemment l'icône du land, à savoir Space Mountain. Ouvert en 1975, il s'agit là d'un double crédit haro franchement fandard, aussi kitsch que fun. C'est tape-cul sans trop l'être et suffisamment long pour que le plaisir ne laisse pas place à la frustration. La file d'attente est un brin minimaliste et arbore un côté kitsch totalement assumé, et les embarcations en forme de suppositoire avec petit dossier en simili-cuir convaincront sans problème les amateurs de SM que nous sommes. Côté circuit, on s'est marré comme des baleines dans ce bordel, et pourtant c'est con comme la lune, hein. Virage, drop, virage, etc. Le tout dans le noir total, sans possibilité aucune d'anticipation. Le charme rustique de la bête et son aspect assez wild n'ont pas manqué de nous réjouir. L'amicale des amateurs d'Eurosat s'y retrouvera certainement, les autres pesteront ardemment. Et puis c'est train d'un autre âge. Ouais, je suis conquis, ouais. De plus, le chemin menant vers la sortie de l'attraction se compose d'autre chose que de tôles et d'écrans rétro-éclairés. Il y a même quelques tableaux intéressants, comme celui-ci et le panorama fictif de la baie vitrée. Ah, vous l'avez compris, c'est un avis qui ne fait pas l'unanimité, mais je l'aime bien, moi, ce Space Mountain. Allez, petite pause déj au Starlight Café, fast-food ma foi plutôt honnête, situé en plein Tomorrowland, et on retourne vers Fantasyland. Fantasyland qui se trouve finalement être le land le plus fourni, un peu comme d'habitude, sans pour autant être le plus qualitatif, un peu comme d'habitude. Néanmoins, pour réconcilier les briscards avec le concept de ce land magie et bisounours, nous y trouverons un crédit, et pas des moindres. Il s'agit ni plus ni moins, bon ni plus surtout, que de Barnstormer, un junior Vekoma mettant en vedette Dingo et son avion visiblement hors d'usage. Qu'ajouter de plus si ce n'est que ça fait plus simple?
rien, évidemment. Ah si, quand même, contrairement à Universal, il n'y a pas de filet de pêche pour vous recouvrir les jambes ici. Fantasyland a d'ailleurs ici un aspect plus carton et cartoon que chez nous, mais reste assez joli dans l'ensemble, d'autant plus en ce qui concerne l'intégration de cette tour qui me laisse pantois. Ça me fait penser que j'aime bien, réponse en plus. On retrouve quelques impérieux des lieux, comme ces teacups, comme le fameux carrousel dont on peut aussi profiter par chez nous, ou le Dumbo local qui ici aussi dispose d'un temps d'attente de 2500 ans. Vraiment, s'il vous plaît, un jour faudra que quelqu'un m'explique pourquoi cette revisite de manège d'avion provoque un tel engouement. Ah, et il y a aussi de la réhab comme chez nous, mais en plus propre. Et là, bon, je sais que je vais en perdre beaucoup d'entre vous parce que je vais m'asseoir fondamentalement sur un classique, mais aller voir des bustes de présidents américains, ce sera pas possible pour nous, mais merci quand même. Alors, il nous reste 3 attractions à torcher par ici. En allant récupérer des fast-pass pour Winnie the Pooh, nous découvrons la bonne idée qu'a ici Magic Kingdom que de fournir des fast-pass surprises pour réguler le flux de visiteurs. Nous aurons donc récupéré des passes pour Winnie et pour Philar Magic, ce qui nous aura fait gagner une vingtaine de minutes d'attente. On ne crachera pas dessus. Mais alors, Philar Magic, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un film en 3D narrant les péripéties de Donald qui, en référence à Fantasia, donnera vie aux instruments d'un orchestre symphonique en usurpant discrètement le chapeau de magicien de Mickey. Bien sûr, vous vous doutez que tout ça ne peut que partir en cacahuète. Les instruments joueront les grands thèmes des films Disney dans lesquels Donald se trouvera plongé. Ayant perdu le chapeau magique, il doit se démerder pour trouver la sortie de ce Capharnaüm. Il y a de l'humour, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je vous ai dit qu'il y avait de l'humour, ouais. Mais c'est gentillet et ça passe le temps. Pas un incontournable, mais s'il s'agit d'attendre entre 2 fast-pass, allez-y sans sourciller. S'en suivra le Dark Ride Winnie the Pooh, très similaire à nos Blanche-Neige et Pinocchio, tout en étant néanmoins bien plus mauvais. Ouais, déjà que c'est pas bien réjouissant chez nous, la majorité de la déco en carton-pâte du parcours n'a aucun putain de rapport avec Winnie l'ourson, dépeignant un univers cartoonesque fluorescent avec des animaux plaqués sur des plaques cartonnées, tout de rose coloré et éclairé par des lumières bariolées un brin psyché. C'est naze à souhait et c'est 25 minutes d'attente sans fast-pass ce jour-là. Ah bah du coup, on a bien fait de les prendre les fast-pass, tiens. Ah et puis pendant qu'on y est, jetons un œil à un recoin de Fantasyland qu'on n'avait pas trop arpenté. Vous aurez ici reconnu la taverne de Gaston, issue de La Belle et la Bête, taverne recréée évidemment pour venir gentiment ripailler. Et force est de constater que la déco du coin est d'ailleurs plutôt sympathique. Dans la lignée des Dark Rides moyen de gamme de Disney, on trouvera Under the Sea, un Dark Ride sur la petite sirène ouvert il y a quelques mois à peine. Il s'agit d'un omnimover à la Phantom Manor avec des animatronics d'un autre âge et beaucoup d'incrustations sur écran qui tracent les grandes lignes du dessin animé. Bon, chez moi, il part forcément avec un handicap. Le film me casse les roustons et la musique me file des boutons. Et ouais, ça va pas aider. L'autre problème plus objectif ce coup-ci, c'est que même s'il utilise la technologie des écrans, qui ne fonctionne véritablement que s'il prodigue une sensation d'immersion et de réalité, confère Harry Potter et Spider-Man, le ride pourrait avoir 10 ans qu'on ne serait pas étonné. Mais il a ouvert en décembre 2012 et on est en mai 2013. Ah, ça fait mal du coup, ouais. Et pour un Dark Ride, ça ne pardonne pas. Bah ouais, regardez les animatronics, pas besoin de les voir bouger pour se rendre compte qu'ils sont franchement datés. Ouais, j'aurais pu être un animatronique d'Under the Sea, pas de problème. Et là, en termes de scénographie, on aurait pu s'attendre à voir une impressionnante Ursula bien vénère comme à la fin du film. Mais non, nada, que de chi, pot de couilles, pot de zob, ce que vous voulez. Dommage d'avoir tant soigné l'extérieur pour y abriter ça. Mais enfin, pour comparer, c'est à peine meilleur qu'un Blanche-Neige. Je dirais même que je préfère Blanche-Neige avec la séquence un brin flippante dans la forêt. Eh bien voilà, on a fait le tour de Magic Kingdom. Quel verdict peut-on en faire? Est-ce mieux que chez nous? Pas vraiment, et ça me casse le cul de l'avouer. Pour autant, je troquerai leur parc contre le nôtre sans réfléchir une seule seconde parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Splash Mountain. Le Splash Mountain, les petits potes, ça atomise tout sur son passage, que ce soit au Magic Kingdom ou à Disneyland Paris. Leur version de Space Mountain, plus cheap, est aussi bien plus fun à rider que notre machine à torture. Il a certes pour lui la durée moyenne des rides qui doit facilement taper dans les 6-7 minutes, mais ce qui pêche le plus se trouve du côté de Pirates des Caraïbes, Big Thunder Mountain ou Haunted Mansion, 3 grands classiques Disney dont nous possédons certainement les versions les plus abouties. Techniquement, c'est assez inégal avec un Tomorrowland pas franchement ragoûtant, un Fantasyland à la fois chiadé et carton-pâte et des Adventureland Frontierland fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire sublimes. Mais si ce n'est Splash Mountain, le parc n'a pas d'argument de poids pour nous faire revenir tout de suite. Ça manque absolument d'un autre hit, et cette remarque est valable pour tous les parcs Disney de Walt Disney World, d'autant plus avec la concurrence avoisinante. Allez, il est temps de rentrer à l'hôtel et d'aller piquer une tête dans la piscine. Et pendant que certains rentrent tranquillement en bateau et que d'autres rentrent en empruntant des
des bus surclimatisés en mode air glaciaire de l'âge de glace. D'autres encore rentrent en Fatmobile parce que, ouais, ce serait quand même dommage de se faire chier à marcher. Bah ouais, manquerait plus que ça, tiens. Attention, ne vous méprenez pas quand même, ça permet de remettre en perspective notre Disneyland Park à nous, en disant que Magic Kingdom n'est pas un mauvais parc, au contraire, c'est un bon parc. Un parc qu'on compare évidemment au nôtre, qui a ses qualités et ses défauts, et qui permettent quand même de se dire que Disneyland Park, c'est un bon parc. Ce qui n'est pas forcément le cas des Walt Disney Studios à l'heure actuelle. Ce qui pose problème en France, c'est qu'on a d'excellentes anciennes attractions, donc qui datent de l'ouverture du resort en 1992, mais depuis, il n'y a pas eu grand chose. En fait, il n'y a rien eu du tout de marquant. La dernière attraction originale mécanique à avoir ouvert dans le Disneyland Park, c'est Buzz Lightyear Laser Blast en 2006. En 2006, les gars, ça fait 15 ans. Tandis que Magic Kingdom, en plus de la petite sirène et ce genre de truc, on s'en fout un petit peu, ils ont eu Seven Dwarfs Mine Train, qui est certes très familial, on n'est pas forcément la cible, mais ça a l'air très joli avec de sacrés animatronics. Et l'année prochaine, ils ouvriront Tron. Nous, l'année prochaine, en France, on ouvrira une refonte de Rock'n'Roller Coaster. En fait, chez nous, les Walt Disney Studios ont tellement de retard que le Disneyland Park est complètement délaissé et que on capitalise sur ce qu'on a déjà. Et le temps qu'ils remodélisent les Walt Disney Studios pour en faire quelque chose de correct, je peux te dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, les mecs. Hein. Et à côté de ça, dans tous les parcs Disney de Floride, ça bouge. Tous, sans exception. Ah Pandora, Galaxy's Edge, le coaster Gardien de la Galaxie, Tron, ça commence à faire pas mal de petits trucs, ouais. Chaque parc a ses nouveautés. Ce qui fait que chaque parc mérite une nouvelle visite. Tandis qu'en France, si t'as pas fait le Disneyland Park depuis 2006, en soit t'as pas raté grand chose. Hyperspace Mountain? Ouais. Le pavillon des princesses? Ouais. Les spectacles nocturnes? Ok, mais 100 balles l'entrée pour les spectacles nocturnes, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on possède de meilleures versions de certaines attractions que celles du Magic Kingdom que ça en fait un mauvais parc pour autant. Tout en étant moins bonnes, ces attractions sont quand même de bonnes attractions. Ce qui, encore une fois, permet de remettre en perspective les nôtres. Eh oui! Après, c'est sûr que si vous avez un choix à faire et que vous ne pouvez pas faire tous les parcs Disney une fois en Floride, c'est pas forcément celui-ci qu'il faudra privilégier. Et oui, parce que ça reste quand même très similaire à ce qu'on a chez nous, même si Splash Mountain, ça vaut clairement le détour. Ça reste quand même l'un des meilleurs Flume Ride du monde, si ce n'est le meilleur Flume Ride du monde. Et oui, forcément, c'est pas rien. Et puis en dehors de ça, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce qu'est Magic Kingdom, parce que là, on est vraiment sur du mastodonte. Hein. Dis-toi juste un truc, c'est que la plupart du temps, le parc, donc les allées là que tu arpentes, c'est le premier étage de l'édifice. En sous-sol, sous le parc, tu as des souterrains dans tous les sens pour que les cast members puissent accéder d'un point à l'autre du parc. T'as de quoi faire passer des navettes, des véhicules pour alimenter les différentes boutiques, les restaurants, etc. Enfin, c'est monstrueux. Bref, c'est un parc qui est absolument hors norme et vers lequel je vous invite à vous pencher si le sujet vous intéresse. Et en dehors de toutes ces petites considérations, il est déjà venu le temps pour moi de clôturer cette vidéo sur Magic Kingdom. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et pour tout le monde, évidemment, si la vidéo vous a plu, c'est le pouce bleu qui va bien. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, on restera au resort Walt Disney World et on visitera le dernier parc d'attractions que le complexe nous laisse à découvrir, à savoir Epcot. Quoique je dis que c'est la prochaine vidéo, mais il y a peut-être une petite surprise qui va venir s'incruster entre temps. Et en tout cas, quel que soit le sujet de la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Allez, je me casse, je vais au Magic Kingdom. Allez, je me casse, comme l'a suggéré Dubik. Allez, je me casse, je vais au Magic Kingdom pour aller faire des crédits. Bonne idée. On fera des tours de Splash Mountain et puis même de Space Mountain. Et puis de BTM. Ah oui, le train de la mine. Et puis on oubliera que ce film est raciste. Allez, je me casse, je vais au Magic Kingdom. Allez, je me casse, comme l'a suggéré Dubik. Allez, je me casse, je vais au Magic Kingdom pour aller faire des crédits.